Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler des combattants les plus dangereux pour les champions dans chaque division. Je vais passer à travers chaque division et dans chacune de ces divisions, je vais vous dire le ou les combattants qui représentent le plus gros danger pour le champion. Je vais aussi vous dire pourquoi je pense ça. Mais bien sûr, cette vidéo, ça reste mon avis. Quelqu'un juge que le 15e est un danger pour le premier, ça reste son avis. Donc sans plus attendre, commençons. Commençons avec les divisions féminines d'abord. Et bien sûr, on va commencer avec la division inexistante. Souvent, les gens vont dire que la division des flyweight des hommes devrait être juste supprimée. Mais s'il y a bien une division que je pense qui devrait être supprimée, c'est bien cette division des bantams. Même s'il y a de bonnes combattantes, il y a de bonnes combattantes dans la division, quand même, c'est pas une division particulièrement active. Donc commençons avec la division des bantams féminines, avec la championne Raquel Pennington. Ok, quand moi je regarde la division, je vois que actuellement la plus grosse menace, il y en a d'autres pour Raquel Pennington, parce que je ne pense pas qu'elle sera une championne particulièrement solide. Mais là, actuellement, la plus grosse menace pour Raquel Pennington, c'est bien sûr la combattante féminine la plus naturelle, la combattante féminine la plus naturelle de l'UFC, la nouvelle Kayla Harrison, qui a juste détruit Holly Holm à l'UFC 300. Et pourquoi je pense que Kayla a un gros problème pour Raquel Pennington? C'est juste parce que Kayla, elle est venue et elle a faim. Elle ne sait pas manger tous ces brocolis, toutes ces poitrines de poulet pour juste venir tourner en rond. Donc, Kayla, elle a certainement un plan, c'est de rapidement prendre Raquel Pennington et ensuite d'essayer de faire le gros combat entre elle et Amanda Nunes. Parce que Amanda pourrait revenir si Kayla devient championne. C'est un combat qui devait se faire, mais finalement, Kayla est partie au PFL. Elle est restée au PFL et elle est finalement venue à l'UFC parce que ça ne fonctionnait plus trop pour elle au PFL. Donc là, Kayla, elle est venue, elle a faim. Et les yeux fermés, moi je peux déjà vous dire que je ne fais pas souvent des pronostics et je n'aime pas trop les pronostics, mais je peux juste vous dire que Kayla et Raquel Pennington, ce sera presque du gâteau. Continuons alors avec la division féminine des poids mouches. La championne, c'est Alexa Grasso, la pound for pound des combattantes femmes sur tous les plans. Donc oui, Alexa Grasso, dans cette division, bon bien sûr, il y a la française Manon Fiorot. Il y a la prochaine challenger qui pourrait poser beaucoup de problèmes à Alexa Grasso parce que Manon est plutôt forte. Et pour la petite histoire, moi j'ai découvert Manon en regardant une carte en 2020 et je regardais juste la carte, je me rappelle encore exactement là où j'étais. Nous, on était en pleine pandémie et ils ont juste annoncé un combat et j'ai vu une française, je suis pratiquement sûr qu'elle avait mis du blanc ou du gris pour son premier combat et j'étais juste impressionné et c'est là que j'ai su que ok, elle pourrait aller au top et en plus elle est française. Donc c'est comme ça que j'ai découvert Manon Fiorot. Elle était très agressive et aussi Manon elle est très forte. Elle est vraiment forte et on l'a même vu face à Erin. Elle est forte, elle est plutôt technique, c'est-à-dire ce qu'elle fait, elle le fait bien. Donc là, elle aura certainement son title shot. Après Alexa Grasso face à Valentina. En fait, je ne sais pas exactement ce qui se passe là parce que Alexa Grasso et Valentina Shevchenko, elles sont en train de... ou elles ont déjà filmé l'Ultimate Team. Je pense que c'est ça le nom, il faudrait que je regarde. Mais elles ont filmé Ultimate Team et souvent, ce qui arrive, c'est que souvent il y a un combat qui suit quand il y a deux combattants qui filment ensemble. C'est pour ça qu'on a aussi la situation entre Conor et Chandler. Donc là, je ne sais pas si le combat va se passer, il faudrait que je vérifie, mais je ne sais pas s'il va se passer avant, c'est-à-dire Manon Fiorot, Alexa Grasso. Je ne sais pas si Manon va attendre que Valentina et Alexa combattent. Mais bref, je suis en train d'aller sur des tangentes qui n'ont rien à voir avec cette vidéo. Mais oui, dans cette division, moi je verrais Manon Fiorot comme gros danger pour Alexa Grasso, juste à cause du physique de Manon Fiorot, de la façon dont elle se bat. Et elle est très agressive et bon, je pense aussi qu'elle a le cardio pour aller 5 rounds. Manon Fiorot a déjà assez d'expérience et la compétition qu'elle a battue. Elle a battu Rose, elle a battu aussi récemment Erin. Donc, un gros danger pour Alexa Grasso. Le deuxième danger, c'est Valentina Shevchenko. Bien sûr, il aura un troisième combat entre les deux. Ça pourrait aller dans n'importe quel sens. Mais là, je verrai Alexa gagner encore. Donc, dans cette division féminine des poids mouches, on a Manon Fiorot et on a Valentina Shevchenko comme plus grosse menace actuellement. Peut-être à l'avenir, si Erin Blanchfield accède à la ceinture, elle pourrait être un gros danger pour Alexa Grasso. Je pense même que là, ce qui s'est passé avec Manon, c'est juste une histoire de match-up. Mais je pense que Erin est quand même un gros danger pour Alexa.
Maintenant, passons à la division féminine des poids de paille avec la championne Zheng Weili. Dans cette division, il y a une seule personne qui a un sérieux problème pour Weili et peut-être beaucoup de personnes ne la connaissent pas parce que pendant quelques années, elle était un peu off, elle n'était pas vraiment active pour des raisons de blessure de ce que j'ai lu. Et c'est Tatiana Suarez qui est la numéro 1. Ça fait des années que Tatiana Suarez a un gros problème dans la division féminine. Ça fait déjà beaucoup d'années. Et ici, je pourrais voir un monde dans lequel Zheng Weili perd face à Tatiana Suarez. Un monde que je pourrais voir. Donc dans cette division, Tatiana Suarez est définitivement la menace numéro 1. Et c'est même pour ça qu'elle est en première place. Elle est définitivement la menace numéro 1 pour Zheng Weili. Passons ensuite aux hommes. Parce que c'est ce qui intéresse souvent le plus, même si je juge que les femmes offrent des fois de très très bons combats aussi. Pour les hommes, on va bien sûr commencer avec la division des poids mouches, avec un champion qui... En fait, je pense à toute la situation sur Twitter. Oh, tu détestes Alexandre Pantoja. Écoutez, je connais même pas Alexandre Pantoja. Et il n'y a aucun combattant que je déteste, pour être sincère. Moi, je tweete, je veux juste parler MMA, regarder des mimes et regarder mes combats. Et je tweete mon avis. Mais bon, quand tu dis quelque chose qui critique le moindre combattant, oh non, tu détestes le combattant, je ne connais pas ces gens. Et vous aussi, vous ne les connaissez pas. On peut juste les juger sur ce qu'on voit dans la cage. Et entre parenthèses, c'est ça. Donc, continuons avec la division des poids mouches, Alexandre Pantoja. Et dans cette division, Alexandre, il a déjà battu pas mal de personnes dans cette division, mais je sens, en fait, ce que je sens dans cette division, c'est un changement de garde. Ce que je veux dire par changement de garde, c'est un peu ce qu'on a vu avec Steve Erceg. Il y a de nouveaux combattants qui montent dans la division. Donc, si Alexandre, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, directement, il a eu le combat récemment avec Steve Erceg. Bon, moi, j'ai jugé en fait que Alexandre n'avait pas fait assez pour gagner. Mais souvent dans ces combats aussi, il avait l'avantage du Brésil. Donc, écoute, il a maintenu sa ceinture, c'est pas un problème. Mais Steve Erceg est jeune. Et il peut être une menace pour Alexandre. Mais là, je ne vais pas forcément directement l'inclure parce que ça devrait prendre encore 1 an, peut-être même 2 ans avant qu'il revienne à la ceinture. Donc, pour Alexandre Pantoja, comme menace directe, moi, je verrais Amir Albazi et je verrais éventuellement Mokaev. Juste à cause de leur style, ce sont ces deux que moi, je verrais actuellement. Kai Kara France est totalement inactif. Mais juste à cause du style, moi, je verrais Amir Albazi et Mohamed Mokaev. Pourquoi je verrais ces deux? Déjà, comme j'ai dit, à cause du style et aussi parce que, à cause de la malédiction des 35 ans. Et oui, Alexandre Pantoja a 34 ans et dans les divisions légères, la vitesse importe beaucoup. Dans les divisions légères, la technique importe beaucoup, surtout la technique debout. Ok, d'accord, Non, mais j'adore Twitter. J'adore quand même Twitter. J'adore tout ce qui se passe sur Twitter. Ça m'amuse vraiment. Donc, Alexandre Pantoja, les menaces directes sont Amir Albazi et Mohamed Mokaev parce qu'ils sont jeunes ou du moins ils sont nouveaux. C'est quelque chose de frais et de nouveau pour Alexandre. Il pourra se tester par rapport à eux. Est-ce qu'il va les battre? Peut-être ou peut-être pas. Mais comme j'ai dit, la malédiction des 35 ans, j'avais fait une vidéo sur ça. Ne ment pas. Donc il se pourrait que Alexandre ait encore peut-être 2 ou 3 défenses en lui. Il se pourrait vraiment. 3, c'est un peu poussé, mais je pense qu'il aurait encore peut-être 1 ou 2 défenses avant que quelqu'un lui prenne la ceinture. Du moins, c'est à mon avis, de la façon dont je le sens. Et aussi sa façon de se battre. Il y a déjà assez de vidéos, c'est-à-dire les coachs et les autres combattants de sa division ont assez pour travailler. Comme je dis, son game plan n'est pas aussi compliqué que le game plan de personnes comme Adesanya ou Volkanovski, où ça peut prendre plusieurs défenses. Il faut que tu le vois plusieurs fois pour comprendre en fait comment ça fonctionne. Là, en général, si tu arrives à comprendre que tu ne dois jamais donner ton doigt à Alexandre et tu dois te relever automatiquement, écoute, tu as déjà fait 60% du travail. Mais bon, pour une quelconque raison, personne n'y est jamais arrivé. Et aussi, comme j'ai dit, c'est à cause de sa tête. Le gars, il a une tête hyper dure en vibranium ou je sais pas trop quoi. Donc oui, personne n'y est jamais arrivé. Donc ouais, dans cette division, pour Pantoja, que bien sûr il ne déteste pas, écoute, je connais pas ces gens, je le connais. C'est juste son style que je critique et bon, ça s'arrête là, mais bon. Ouais. Je verrai comme menace directe Amir Albazi et Mohamed Mokaev parce que pour lui, ce sera des match-ups très frais. Et beaucoup de personnes commencent à se rapprocher un peu de comment le combattre. On passe maintenant à la division des hommes, passe à la division des poids coqs des hommes, avec le champion
Sean O'Malley. Sean O'Malley, un champion qui a vraiment profité et abusé du Dana White privilège. Ces dernières années, il est l'image même du Dana White privilège. Dans cette division, la menace directe, parce qu'ils vont certainement combattre, et Merab fait tout ce qui faut pour ça. La menace directe dans cette division, ce serait Merab Dvalishvili. Oh, je n'ai pas écorché le nom. Donc ce serait Merab Dvalishvili. Pourquoi je pense que Merab est la menace directe actuellement de Sean? Déjà, parce qu'ils vont probablement combattre très prochainement. Et deux, à cause du style. Quand j'ai vu ce combat entre Petr Yan et Merab, j'étais juste choqué. Jusqu'ici, j'essaie de comprendre comment Merab a réussi à faire juste un tel combat. Je me rappelle, je le regardais en live et j'étais juste choqué de ce que je voyais. Takedown sur takedown sur takedown sur takedown sur takedown. Ok. Donc, à moins que Sean O'Malley trouve une façon de sniper Merab sans qu'il ne s'approche de lui, Merab aura ses takedowns. Est-ce que Sean O'Malley peut se relever? Qu'est-ce qui arrive quand Sean se fait takedown plusieurs fois ou quand Sean doit défendre plusieurs takedowns à la suite? Ce sera très intéressant. Très intéressant à voir. Ça ne veut pas dire que Merab va forcément gagner, mais ce sera définitivement quelque chose de nouveau que l'UFC a souvent évité de mettre en face. Ils ont souvent évité de mettre en face de Sean ce type de style. Parce que quand on regarde le parcours de Sean, il n'a combattu que des strikers. Même pour qu'il se retrouve là, il a combattu Petr Yan, qui est un striker, et il s'est avéré que Aljamain était le champion. Et bon, ce que Sean a fait est exceptionnel, mais la réalité est que il a snipé Aljamain Sterling. Et bon, souvent ça se passe en une milliseconde. Peut-être que le combat aurait été très différent. Donc là, ce serait la même chose avec Merab. Merab va avoir Sean et ce sera un combat très intéressant et Sean devrait faire très attention. Donc dans cette division, pour moi, ce serait Merab Dvalishvili, la menace numéro 1. On passe maintenant à la division Conor McGregor espagnol. Ilia Topuria. Ilia, il aura beau dire ce qu'il veut. Il ne veut pas combattre telle personne. Il doit se bâtir le capital star. Et pour ça, peu importe comment il parle, peu importe tout ce qu'il dit de bien, il faudra qu'il aille à l'attaque. Et là, il a deux menaces directes dans sa division que sont Max Holloway et Alexander Volkanovski. Là, il n'a pas grand-chose à dire parce que ce sont les deux menaces qui sortent. On est en train d'aller sur 5-6 ans de rivalité dans cette division entre Max et Alexander et ce sont les deux qui sont au top de la division, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de match. Yair Rodriguez, pour une quelconque raison, même si je pense qu'il a toutes les qualités pour être au niveau de ces deux, pour une quelconque raison, ça ne passe pas. Donc Ilia Topuria, s'il veut être le roi de cette division, il doit tuer les deux anciens rois. Comme ça, tu t'accapares d'un royaume. On peut dire qu'il a pris, qu'il en a déjà eu un en Volk, mais il reste le deuxième, Max Holloway. Et s'il y a bien une chose qu'on a apprise maintenant, c'est que Max Holloway se réinvente. C'est que Max Holloway, il ne faut jamais te dire, non, c'est juste Max. Moi, j'ai appris ma leçon parce que je suis un grand fan de Volkanovski. Même si Volkanovski l'a battu dans les 3 combats, chaque fois qu'il venait, il avait fait des ajustements. À chaque fois qu'il venait, il avait fait des choses différentes, il avait progressé. Et on l'a encore vu face à Justin Gaethje. Donc la première menace directe pour Ilia, c'est Max Holloway. Et la deuxième menace, si Volkanovski revient et veut retenter sa chance, ce serait Volkanovski. À part ça, peut-être Brian Ortega, mais non, pas Brian Ortega. Ce sont les deux menaces directes pour Ilia. Maintenant, la division des poids légers avec Islam Makhachev. Ok, bon, sincèrement, ce gars, il est juste cheaté. Il n'a pas beaucoup de menaces. Il a plus une rivalité. Et la rivalité, c'est avec Arman Tsarukyan. Il a une rivalité à fermer là, face à Arman. Donc, est-ce qu'on peut dire que Arman est une menace? Peut-être à cause de la lutte. Je n'ai pas encore vraiment fait des recherches sur ça. Mais juste de ce que je sens, de ce que je vois, Islam devrait gagner. Il devrait battre Arman, malheureusement. Parce que j'aime vraiment Arman. Mais Islam devrait gagner. Donc Islam n'a pas vraiment de concurrence. Bon, il y a le combat face à Dustin Poirier. On veut tous cette guillotine de Dustin Poirier. Mais la réalité est que si la guillotine ne passe pas, ouais, ça va être problématique. Ça va être très problématique pour Dustin. Donc oui, dans la division des poids légers, Islam Makhachev est peut-être le champion le plus dominant dans cette division, à mon avis. Ou bien, c'est même le champion le plus dominant à travers toutes les divisions, à mon avis. Donc oui, la menace dans cette division, ce serait Arman Tsarukyan. On passe à la division des poids welter, le fils de Birmingham, celui qui a grandi avec des toitures en zinc. Leon Edwards. Dans la division des poids welter, c'est très intéressant ce qui se passe. Du moins, moi, ça m'intéresse parce que je pense que Leon, il a plusieurs menaces qui sont en train d'arriver très vite sur son matricule.
Après, c'est clair que s'il se bat une fois par an ou 2 fois par an, ça pourrait prendre 2 ou 3 ans. Mais ils sont en train de se rapprocher très très vite. Là, devant moi, je vois que Kamaru Usman est premier. Ouais, je pense que ça commence à être un peu bizarre pour Kamaru. Je pense que c'est un peu la fin là. Mais Bilal est l'une des menaces directes. Moi, je ne pense pas qu'il est une menace, mais il y a des gens qui pensent qu'il est une menace. Moi, je pense que Leon Edwards va battre Bilal. Je pense aussi que Gilbert Burns, quand il avait affronté Bilal, s'il ne s'était pas déboîté sérieusement l'épaule au premier ou au deuxième round, il aurait battu Bilal. Donc, on peut dire que Bilal est une menace directe, mais moi, les menaces vraiment directes que je verrais sont Shavkat Rakhmonov, Jack de la Madalena. Ces deux, ils sont problématiques. Malheureusement, je pense qu'ils vont se battre ensemble, ils vont s'éliminer. Mais ces deux, ce sont de sérieuses menaces pour Leon Edwards. Shavkat, juste à cause de son style, de la façon dont il obtient ses takedowns et tout. Par contre, la façon dont Shavkat obtient ses takedowns, c'est très intéressant parce qu'il les obtient souvent à travers le clinch. Et maintenant, je ne sais pas si Leon va le laisser se rapprocher. Mais Shavkat est quand même... C'est un combattant qui a des ressources. Il n'est pas comme le champion... Il n'est pas comme le champion des flyweight. Il a plusieurs façons d'obtenir ses takedowns. Cette situation avec Pantoja m'amuse vraiment. Mais bon, il a plusieurs façons d'obtenir ses takedowns. Donc Shavkat devrait trouver une façon de le faire. Maintenant, Jack de la Madalena, j'étais impressionné par sa défense de lutte face à Gilbert Burns. Donc un combat face à Leon, ce ne sera pas forcément de la lutte, mais la boxe. Actuellement, je pense que le MMA est en train de rentrer dans l'ère de la boxe. Parce que si tu es un combattant MMA, tu as une très bonne boxe. Du moins, c'est ce que on commence à constater un peu. Si tu as une très bonne boxe, tu seras très très chaud ce sera très très chaud pour tes adversaires. Ce sera très 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 chaud pour tes adversaires. Donc, dans cette division pour Leon, je verrai 3 menaces. Bilal Muhammad, parce que bien sûr, il sera certainement le prochain. Et ensuite, de sérieuses menaces. Les sérieuses menaces sont Shavkat Rakhmonov et Jack de la Madalena. Ok, la division des poids moyens, Dricus du Plexus. Dans cette division, il y a une seule vraie menace que moi je verrais pour Dricus et c'est Adesanya. Adesanya a perdu face à Pereira. Les gens oublient qui était Adesanya avant Pereira. Et moi, dans cette division, la première menace que je verrais pour Dricus du Plexus, c'est Israël Adesanya. Parce que la réalité est que, jusqu'ici, je ne sais pas comment Dricus est devenu champion. Je ne sais pas comment on s'est retrouvé dans un combat pour le championnat entre Sean Strickland et Dricus du Plessis. Parce que je ne sais juste pas comment ce qu'ils font fonctionne. Ça ne fait aucun sens pour moi. Et j'ai toujours cette impression qu'on peut les battre à tout moment. Parce que justement, ce qu'ils font n'est pas forcément basé sur quelque chose qui a été prouvé. Par exemple, la façon dont Dricus se bat, j'essaie de comprendre. Et je pense que le combat entre Israël et lui sera un combat très intéressant. Et c'est un combat qui doit être fait. C'est le plus gros combat à faire dans la division. Donc je pense que la menace directe de Dricus du Plexus dans cette division, ce serait Israël Adesanya. Maintenant, passons à la division des lourds légers avec Alex Pereira en champion. Dans cette division, écoutez, soyons sérieux. Dans la division des lourds légers, n'importe quel combattant qui décidera de lutter sera la plus grosse menace pour Alex Pereira. C'est vraiment aussi simple que ça. Bon, bien sûr, on a mon gars, Jiri Prochazka. Il lutte pas. Lui, il vient pour éteindre. Ensuite, il va parler de la vie des samouraïs, la voix du samouraï et le Bushido. Donc, il ne lutte pas, ce qui est une erreur. Par contre, là, la réelle menace pour Alex Pereira, c'est Magomed Ankalaev. Parce que lui, il va lutter. Lui, il va lutter. Magomed est bien plus intelligent que Jamahal Hill et un meilleur lutteur que Jan Blachowicz. Ça, dans cette division, c'est la plus grosse menace pour Alex Pereira. Parce que je ne sais pas ce qu'il a traficoté avec son pote Glover Teixeira, mais il a une ceinture noire en Jiu-Jitsu, donc j'ai besoin de savoir ta ceinture noire est réelle. Un peu de grappling ou de lutte attaché à cette ceinture. Donc dans cette division, la plus grosse menace pour Alex, c'est Magomed Ankalaev. Maintenant, passons à la division morte. La division qui pourrait être très très intéressante, mais bon, pour une quelconque raison, l'UFC ramène toujours John Jones. L'UFC ramène toujours John Jones. Eh bon, écoutez, Cyril, j'avais beaucoup d'espoir en toi. Sincèrement, j'ai beaucoup d'espoir en toi. Parce que, je pensais vraiment que tu pouvais le faire face à John Jones. Je le pensais vraiment. Donc, dans cette division des poids lourds, avec comme champion John Jones, qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour aller chercher Stipe Miocic, il boite, il attend juste sa retraite, qui est tranquille avec sa famille, il vient aller chercher ce père de famille, le taper et ensuite nous dit que, qu'il est peut-être le plus grand poids lourd qui ait jamais existé parce qu'il a battu un Stipe Miocic. Ce qui, bien sûr, n'est pas du tout sérieux. Donc, dans cette division, si John Jones se décide à combattre,
sa plus grosse menace, ce serait son champion intérimaire, Tom Aspinall. Et je pourrais même lui ajouter en supplément Sergey Pavlovich. Parce qu'on sait tous que si Tom ou Pavlovich connectent John Jones, ça va mal se passer. Les gens parlent de John Jones aujourd'hui en 2024 comme si on était encore en 2011 ou en 2012. Mais plus sérieusement, John Jones. John Jones est un champion. Il a battu clairement Cyril Gane. John Jones est extrêmement malin. Pour moi, c'est l'un des combattants les plus intelligents dans sa façon de faire les choses. Après, on peut tous avoir notre avis sur son caractère, mais John Jones est intelligent. Mais je pense que la limite est Tom Aspinall. Et je le pense toujours. Si Cyril Gane avait défendu cette guillotine, ou s'il n'avait pas fait les erreurs que lui-même il a relevées, je pense que sur Cyril aussi l'aurait battu. Parce que John Jones n'est plus le même depuis au moins son combat face à Anthony Smith. Depuis ce combat qu'il n'est plus le même. Donc, on peut parler de Shogun Rua, je ne sais quel autre combattant qui est de l'ère des dinosaures. Bien sûr, je les respecte, ce sont des pionniers, mais la réalité est que le MMA a changé. Et même dans la division des poids lourds, ça a vraiment changé. Quand tu vois la rapidité de combattants comme Tom Aspinall, la lutte qu'ils ont, le gabarit qu'ils ont, c'est juste différent. C'est juste différent. Et aussi l'aspect technique qu'ils peuvent amener quand tu regardes des combattants comme Cyril Gane, Tom Aspinall. C'est une autre génération de poids lourds. Et John Jones, il le voit. C'est pour ça qu'il est sur la paille depuis 1 an. C'est pour ça qu'il était sur la paille pendant 3 ans quand Francis Ngannou était encore en train de rôder dans les couloirs de l'UFC. C'est pour ça qu'il a disparu en 2019 quand Dominique Reyes l'a battu. Je ne sais pas comment il est reparti avec la ceinture ce soir-là, mais lui-même au fond de lui, il sait que Dominique Reyes l'a battu ce soir-là. Cette nuit ou ce petit matin. John Jones est malin et il sait tout ça. Donc dans cette division, sa plus grande menace, c'est son champion intérimaire qui est Tom Aspinall. Et je suis pratiquement sûr que Tom le bat. Et c'est pour ça qu'il tourne en rond. Il veut aller chercher ce type de force de la retraite. Donc oui, c'était une longue vidéo, voire un podcast. Je pourrais en faire plus. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo podcast. Je pourrais en faire plus de ce style. Surtout qu'il y a beaucoup de combattants que je connais. Je pourrais faire des trucs intéressants. Donc oui, c'était la vidéo de cette semaine. Abonnez-vous à la chaîne. Comme j'ai dit, chaque semaine, il y a du contenu. Peut-être je vais augmenter la cadence de contenu parce que, écoutez, on a une vie à part le MMA. On aime le MMA, mais il y a une vie à part le MMA. Donc, je suis très occupé, mais je vais voir comment augmenter la cadence du contenu, vous donner plus de contenu et on se dit à la semaine prochaine.